messieurs, merci beaucoup de suivre Débriefing. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale de Débriefing. Nous allons nous pencher sur cette perspective du dialogue qui se rapproche de plus en plus. Nous allons également évoquer ce basculement de la République démocratique du Congo vers la télévision numérique et enfin la sécurité dans l'est du pays. Et j'en parle avec Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias. Il est également autorité morale de la Convention des Congolais Unis, CCU, un parti politique de la majorité présidentielle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que tous les foyers congolais qui ont la télévision pourront regarder cette émission si elle est diffusée après le 17 juin, date de l'extinction définitive des signaux analogiques? Lorsque nous éteindrons définitivement les signaux analogiques, ceux qui ont des téléviseurs, des récepteurs analogiques ne pourront pas suivre des émissions de télévision. Il est évident que nous donnerons quelques jours, sinon quelques semaines de délai, le temps que les décodeurs puissent être disponibilisés pour tout le monde, mais ce n'est pas des délais qui sont extensibles à l'infini. Je pense que les gens feraient mieux de s'équiper en récepteur numérique ou en décodeur d'ici là. Et donc nous aurons une émission en simulcast, c'est-à-dire en même temps en numérique pour ceux qui aiment le confort, le son, des images, et en analogique pour ceux qui sont un peu en retard, puisque nous tenons compte justement de la lenteur de ceux qui devraient penser déjà à s'équiper. Donc nous avons pris en compte toutes ces difficultés-là. Donc après le 17, les gens pourront continuer à suivre, mais évidemment, ceux qui seront sur le numérique le feront dans des conditions de confort plus intéressantes que ceux qui ne seront pas en numérique, mais ils suivront quand même les émissions. Alors, ceux qui seront en analogique, en attendant le nouveau délai, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour suivre la télé numérique? Ils doivent acheter un décodeur. Et nous avons pris l'engagement de pouvoir assurer un achalandage de ces décodeurs à des coûts assez démocratiques, puisque le gouvernement va contribuer à réduire le prix, notamment soit subventionnant partiellement, soit en accordant quelques exonérations pour faciliter les choses aux ménages les plus modestes. Alors, ce basculement a un coût. Quel est-il et qui va mettre la main à la poche? Naturellement, c'est le gouvernement, puisque ce sont les États du monde qui se sont engagés. Nous sommes un État, nous avons un budget, nous avons à numériser évidemment tous les circuits d'émission, puisque ça nous revient. Nous avons à numériser tous les circuits de transmission. Nous avons à numériser tous les circuits de transport des signaux. Et les ménages doivent numériser les circuits de réception, c'est-à-dire les récepteurs téléviseurs. Ils doivent acheter soit des téléviseurs numériques que l'on vend depuis 2008. Il est possible que des gens aient déjà des téléviseurs numériques, mais croient que ce sont des téléviseurs analogiques s'ils les ont achetés après 2008. Ou alors, ils doivent acheter des décodeurs si c'est des vieux téléviseurs. Donc, il y a plus de peur que de mal dans cette histoire. Alors, cette migration numérique a été décidée en 2006 par les États du monde entier. Ça fait 9 ans. Chaque pays a élaboré son schéma. Quel a été le schéma congolais? Mais le schéma congolais est en train de se dérouler. Ça fait plus d'1 an et demi que nous avons équipé notre centre technique d'Ombinza avec des émetteurs numériques dont nous terminons maintenant la numérisation. Le signal sera lancé au 17 juin comme prévu, mais nous resterons en simulcast même après, c'est-à-dire que nous émettrons sur certains émetteurs en numérique et sur d'autres en analogique pour permettre aux retardataires, et Dieu sait s'il y en a, de pouvoir s'équiper. Vous parlez des retardataires. D'un côté, il y a les chaînes de télévision, de l'autre, les téléspectateurs. Les téléspectateurs, vous en avez parlé tout à l'heure. Ceux qui ont les télévisions donc numériques n'ont pas de problème. Ceux qui ont des télévisions analogiques devront acheter un décodeur. Vous l'avez dit, inutile d'y revenir. Alors, les chaînes de télévision qui sont déjà dans le numérique, quelles sont ces chaînes? Je ne saurais pas vous dire, ce sont des entreprises commerciales qui ne me rendent pas compte. C'est des gens qui fonctionnent selon leur propre plan d'équipement. Tout ce qu'on leur a demandé depuis 2 ans, 1 an et demi maintenant, que nous nous réunissons avec eux,
c'est de numériser leur matériel de production, c'est de numériser pour ceux qui veulent devenir des diffuseurs privés leur matériel de diffusion. En ce qui concerne ceux qui ont recours ou qui auront recours à un diffuseur public, on leur facilite les choses, puisque les chaînes de télévision vont devenir simplement éditrices de programmes, sauf ceux qui auront suffisamment de moyens pour se constituer diffuseurs privés. Il y aura un seul diffuseur, c'est le Renatelsat, qui, lui, n'aura pas de problème, parce qu'il est équipé par l'État et dispose déjà du matériel numérisé pour les émissions. Alors ceux qui ont déjà fait l'exercice, ils se sont rendus compte qu'il y a 7 à 8 chaînes de télévision congolaises qui émettent déjà en numérique. Alors celles qui n'ont pas encore basculé, devront-elles acheter une autre licence? Non, je ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on nous donne le temps de pouvoir leur donner l'information concernant les relations qu'ils doivent avoir avec le diffuseur public, qui est le Renatelsat. Je pense que d'ici là, la réglementation aura été adoptée par le gouvernement. Des arrêtés ministériels ont commencé à sortir. Ils savent maintenant ce qu'il faut faire pour rejoindre la cohorte de ceux qui doivent absolument se connecter avec le diffuseur public. Mais même ceux qui sont en retard à ce niveau pourront continuer à diffuser en analogique, à cause simplement, ils auront une qualité moindre. Le diffuseur public ne pourra pas moins diffuser leurs émissions, mais à une qualité qui ne sera pas du même niveau que celle de ceux qui se seront équipés bien avant eux. L'objectif justement de ce basculement, c'est améliorer la qualité, le son et libérer les fréquences. C'est exact. Est-ce qu'il y a une loi qui fixe l'extinction définitive du signal analogique? Il y a une réglementation qui existe déjà. Nous avons signé, mon collègue de PTT, moi-même, un arrêté interministériel pour annoncer ou déjà prendre des dispositions d'ordre réglementaire pour la fin de l'analogique et l'entrée de plein pied dans le numérique. Cette campagne nationale d'information, beaucoup disent qu'elle est un peu timide et qu'elle est arrivée un peu tard. C'est une question de point de vue. Moi, lorsque j'ouvre ma télévision, je vois des scénettes en lingala, en kikongo, en chiluba, en swahili, en français, organisées par le comité national de la transition, la coordination, qui informe nos populations sur le fait qu'il faut s'équiper, qui informe les producteurs de programmes qu'il faut s'équiper. Je ne sais pas si on peut appeler cela du retard. Ça dépend du point de vue. De combien de temps a-t-on besoin pour recevoir un message? Est-ce qu'il faut le faire pendant 10 ans ou pendant 6 mois? Ça dépend de chacun. Alors, du 17 juin, il faut attendre encore quelle date pour ceux qui nous suivent, parce que c'est ceux qui les attendent. Quelle date pour qu'on en finisse complètement avec la vieille technologie, avec le signal analogique? Nos experts nous ont conseillé de ne pas donner de date, tellement nous avons de très mauvaises habitudes dans ce pays. Vous voyez ce qui se passe avec la Commission électorale nationale indépendante. Chaque fois que l'on donne une date, tout le monde attend le dernier jour pour pouvoir se précipiter, pour se mettre en ordre. Je dis simplement qu'il y aura un délai qui est accordé aux retardataires. Je ne donne pas encore de délai, peut-être que je le dirai un peu plus tard. Je voudrais inciter les gens à s'équiper, à numériser leurs récepteurs. Je pense que c'est beaucoup plus efficace psychologiquement que de leur faire croire qu'ils peuvent continuer à dormir encore pendant des mois. Ok. Alors, il y a aussi cette question... la télévision, elle sera désormais payante en RDC ou pas? Non. Les chaînes publiques ne sont naturellement pas payantes parce qu'il y a une obligation de service public. La chaîne RTNC 1, 2, 3 ne sont pas payants. Les autres, tout dépend du propriétaire. B1 n'est pas payante et si le propriétaire de B1 estime qu'il ne faut pas continuer à faire payer, il ne fera pas payer. S'il estime qu'il faut faire payer, il installera une clé dans un décodeur tout à fait spécifique qu'il proposera à ceux qui veulent regarder B1, mais basiquement, les chaînes ne seront pas payantes.
On en vient au dialogue, le chef de l'État consulte et ces consultations divisent l'opposition. Certains opposants ont répondu à cet appel du chef de l'État, d'autres boycottent. Y a-t-il pas de l'eau dans le gaz ? Non, il n'y a rien que de très démocratique. Si nous étions dans un pays où tout le monde devait penser la même chose, on ne dirait pas que nous sommes dans un pays démocratique. Je pense qu'il y a de la place dans ce pays pour des gens qui pensent autrement que d'autres. C'est ça la démocratie. Alors, pourquoi certains rejettent l'idée d'un médiateur interne si c'est dans l'intérêt de tous, si c'est dans l'intérêt de la RDC? Il faut leur poser la question. Je ne sais pas s'il faut parler de médiation. Nous sommes en dialogue. Lorsque je parle avec vous, il n'y a pas de médiateur ici, madame. Nous parlons. C'est un dialogue qu'ils ont demandé et c'est à un dialogue que le président les invite. Si nous avions besoin d'un médiateur, nous aurions un médiateur. Mais je pense que ce que nous faisons est un dialogue sans médiateur. C'est aussi une formule qui a son efficacité. Et c'est ce que les Congolais souhaiteraient. Ce dialogue, c'est pour arriver à une décrispation? Ce dialogue, c'est pour arriver à un entendement commun des grands principes juridiques, des grands principes légaux, des principes constitutionnels que nous croyons acquis, mais qui, lorsque nous les mettons en pratique, nous divisent souvent. Souvent, nous pensons qu'il suffit de légiférer et que l'exécution des lois se fait sans aucun problème. Sauf que chacun a son interprétation des lois et que lors de grandes échéances, cela nous divise. Je vous donne simplement l'exemple en ce qui concerne la décentralisation. Il y a plus de 10 ans que nous avions décidé qu'il fallait décentraliser. Or, voici que, au moment où le président de la République entame la phase de mise en œuvre de la décentralisation, cela soulève un tollé. C'est comme si on n'en avait jamais parlé, c'est comme si on n'a jamais eu un référendum dans ce pays qui a demandé que l'on décentralise, et donc on n'est plus d'accord sur la signification de la décentralisation. Alors nous allons aux élections. Il y a toute une série de problèmes pratiques qui peuvent se poser avec les élections. Il est bon que nous puissions baliser le terrain pour avoir un entendement commun et éviter les scènes pénibles que nous avons vécues en 2011, les scènes que certains pays, pas loin de nous, sont en train de vivre à cause des interprétations divergentes des principes sur lesquels tout le monde était d'accord au départ. Quel sera l'agenda de ce dialogue? L'agenda de ce dialogue appartient au président de la République, pas à moi. Il y a des gens qui ont formulé leur agenda, leur cahier de charge. L'UDPS, notamment, à ma connaissance, c'est cette feuille de route qui a été rendue publique et remise au représentant spécial du secrétaire général de l'Union RDC il y a plusieurs mois. Au menu, le contentieux électoral de 2011, entre autres. L'UDPS est libre de penser que le contentieux électoral n'est pas terminé. Et nous sommes libres de dire que le contentieux électoral a été clos avec la décision de la Cour suprême de justice. Et je pense que la logique veut que lorsque le tribunal suprême d'un pays s'est prononcé, il n'y ait plus rien. Pas plus le secrétaire général des Nations Unies qu'un autre n'est au-dessus de la Cour suprême de justice. Il faut qu'on sache respecter les institutions d'un pays. C'est notre point de vue. Et donc, je ne pense pas que le point de vue de l'UDPS s'impose sur l'ensemble de la nation congolaise. Je ne sais pas si l'UDPS a cette prétention-là. C'est juste une matière à traiter au cours du dialogue. On peut en parler. Et il n'y a que dans le dialogue qu'on peut en parler. Et nous leur dirons ce que je vous dis là. Il y a également ce calendrier électoral consensuel. Il y a le calendrier électoral consensuel. Nous pensons que c'est encore une fois l'opposition qui a agité les roseaux pour que la Commission électorale nationale indépendante nous donne un calendrier global avec des gens dans la communauté internationale qui ne passaient jamais par Kinshasa sans demander un calendrier global. Voici que le calendrier global arrive et voici qu'ils n'en veulent plus. Donc ce sont des problèmes sur lesquels nous devons discuter, qu'ils nous disent pourquoi une chose et son contraire en même temps. Nous avons besoin de comprendre. L'audit du fichier électoral. Je pense qu'il a été fait au niveau national et qu'il va être fait au niveau international. J'ai entendu dire que l'Organisation internationale de la francophonie va venir faire un audit international. Alors, nous attendons que cet audit international puisse se faire. Je ne vois pas où le bas pourrait blesser. D'autres évoquent également la remise en liberté des prisonniers politiques.
Tout est question de définition. Quelqu'un qui a violé des filles, qui est condamné par une juridiction, n'est pas un prisonnier politique parce qu'il fait de la politique. C'est une définition pour nous abusive. Mais il y en a qui estiment que le fait d'être un homme politique permet de poser des actes qui sont des actes de droit commun et de continuer à revendiquer la qualité de prisonnier politique. Là aussi, nous pouvons en parler. Quand on se vole par la face, il y a une sorte de malaise au sein de la majorité présidentielle depuis ce discours très controversé de Moïse Katumbi à la mi-décembre. La prison de Makala se remplit peu à peu d'anciens alliés et leurs avocats n'arrêtent pas de réclamer une liberté provisoire, d'autres pour des soins, d'autres encore pour un procès en homme libre. On peut être ami du gouverneur Katumbi, ami du président Kabila, ami du ministre Mende et avoir des ennuis avec la justice, sans que votre amitié avec Katumbi, Kabila, Mende ou d'autres ne puisse venir perturber la relation qu'un citoyen doit avoir avec la justice. Tous ces cas ont des raisons qui me paraissent justifiées pour lesquelles le procureur ou les juges les entendent en ce moment. Alors, on va revenir un tout petit peu à ces préalables du dialogue. Il y a des partis comme l'UNC et de Vital Kamerhe, le parti de Martin Fayoulou, qui voit dans ce dialogue un piège pour un glissement. C'est un mot très à la mode. C'est un mot très à la mode, c'est un mot qui devient pour moi un prétexte à des postures, disons, partisanes, qui n'ont pas leur place dans un débat qui a pour objectif de résoudre un problème du pays. Les problèmes d'un pays ne sont pas des problèmes de partis politiques. Les problèmes d'un pays ne peuvent pas être résolus à l'aune de ces postures partisanes. Je pense que pour savoir ce dont on va parler dans le dialogue, il faut attendre que le président ait terminé ses consultations sur le dialogue et qu'il nous puisse communiquer quel est l'ordre du jour. Si ces problèmes dont il parle font partie de l'ordre du jour, encore faut-il s'asseoir autour d'une table et écouter l'autre avant de savoir ce qu'il va dire. Encore faut-il arriver à des conclusions pour savoir à quelles conclusions on va arriver et si ces conclusions valent la peine d'être combattues ou non. Tout le reste n'est que posture partisane. Et je dirais même électoraliste. C'est le silence du président Kabila justement par rapport à la présidentielle de 2016 qui inquiète ou qui fait prendre des postures. Comme vous le dites ce matin sur RFI, on a suivi le président Boni Yayi du Bénin a déclaré encore une fois qu'il ne sera pas un candidat en 2016. Mais ici, on nous répond que c'est trop tôt pour qu'il se prononce. Le président Kabila n'est pas le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi est tout à fait libre de parler des élections de 2016 en 2015. Le président Kabila est tout à fait libre de ne pas parler des élections de 2016 en 2015, puisque personne ne l'y oblige. En termes de loi, il n'y a aucun texte qui oblige à faire une déclaration de non-candidature en République démocratique du Congo. Il ne faut pas inventer des lois qui n'existent pas. Il n'y a aucune obligation. Nous sommes maintenant en train de préparer des élections locales, des élections provinciales. Le moment viendra pour nous de savoir qui est candidat à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on saura qui est candidat à l'élection présidentielle, on verra bien qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais je ne vois aucune disposition, ni dans la Constitution, ni dans les lois de ce pays, qui obligerait une personne à dire dès maintenant qu'elle ne sera pas candidate. Il n'y a pas d'obligation de déclaration de non-candidature. Il faudra changer la loi. Il n'y a pas de loi, évidemment, mais c'est un silence très contesté. Oui, contesté, mais c'est son droit. On ne va pas contester les droits des gens. C'est son droit de garder le silence. À moins que vous ne me disiez autre chose. Qu'il n'a pas le droit de garder le silence parce qu'il est président. Même si c'est pour une décrispation, pour un apaisement. Je dis bien, c'est son droit. Peut-être qu'il y en a qui voudraient le voir mourir pour être apaisé, pour être décrispé. Est-ce qu'il faut pour autant qu'il se suicide? Alors, on va revenir à ces personnalités qui ont été au Palais de la Nation dans le cadre de ces consultations. Laurent Mosengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa, il a été reçu seul à seul. Pourquoi? Il a été reçu seul avec un de ses collaborateurs. Les autres étaient allés comme conférence épiscopale nationale du Congo
Lui, il y est allé comme cardinal, archevêque de Kinshasa, avec aussi d'autres problèmes particuliers concernant l'archidiocèse, concernant les relations concordataires entre la République démocratique du Congo et le Vatican, où il a des relations, des responsabilités dans le gouvernement de l'Église. Ce qui a fait dire à beaucoup qu'il compte, que c'est un homme, je répète que j'ai entendu, un homme puissant. Dire que Laurent Mosengo Passigna n'est pas un homme puissant, ce serait mentir. Que le numéro 1 de l'Église catholique, cardinal et lecteur de pape, n'est pas un homme important, ce serait vraiment un gros mensonge. Et qui peut convaincre les fidèles catholiques opposants. Mais pourquoi pas, puisque nous voulons dialoguer, quoi de mieux que d'utiliser des gens qui peuvent convaincre? Je ne vois pas où est le péché. Alors on va aller à l'Est. Les massacres répétés de Béni attribués aux ADF Nalou. Alors, estimez-vous que la MONUSCO et toutes les forces internationales qui opèrent là-bas sont encore efficaces, ou alors soutenez-vous l'opinion selon laquelle la mission des Nations Unies en RDC a montré ses limites? Ça fait tout de même 15 ans de présence au Congo. Nous avons un problème avec la mission des Nations Unies en ce qui concerne les FDLR. Le président l'a bien dit et on a circonscrit ce problème à ce niveau-là. Nous avons renoncé à travailler ensemble pour une raison bien connue. Simplement à cause de cette stratégie qu'ils ont, cette méthodologie qu'ils ont vis-à-vis de la qualification des actions que posent nos garçons, les membres de FRDC. Il y a une violation de certains droits élémentaires des membres de FRDC lorsqu'ils collaborent avec la MONUSCO. Il y a une violation des principes de l'individualité de la peine, il y a une violation de certains autres principes juridiques qui sont admis pour tous les autres, c'est-à-dire le fait qu'il faut établir qu'un juge puisse déclarer quelqu'un coupable pour qu'il le soit. Ce n'est pas le cas dans la relation entre la MONUSCO et nos troupes, et donc le gouvernement a décidé de marquer sa mauvaise humeur par rapport à cela, en arrêtant sa collaboration avec la MONUSCO concernant les FDLR. Mais pour le reste, notre collaboration se poursuit normalement. Avec quel résultat? Et nous sommes en train de revisiter nos relations dans une recherche recommandée par le Conseil de sécurité. Nous sommes en train de négocier maintenant dans une sorte de dialogue qu'on a appelé le dialogue stratégique entre la MONUSCO et nous. Je le sais puisque j'y participe. Je représente aussi le gouvernement dans cette délégation. Oui, vous semblez, c'est tout à fait normal, remettre en question cette présence, parce que les massacres contre nos populations dans la région de Béni se poursuivent comme si la MONUSCO n'y était même pas. La première responsabilité nous incombe. Nous avons une responsabilité. La MONUSCO également, nous la partageons. Donc vous voyez, nous ne prenons pas toute la responsabilité pour la mettre sur le dos de la MONUSCO. La responsabilité est partagée. Il faut dire que nous avons réussi à faire reculer les limites de cette horreur et que les massacres ont diminué. Ça fait au moins une semaine et demie que les massacres ont diminué et que les gens essayent de respirer un peu. Nous avons même pu mettre à jour d'autres pistes que des pistes ADF dans cette partie du Grand Nord, grâce à nos limiers, grâce à nos enquêteurs. On en sait un peu plus maintenant sur l'assaut contre l'aéroport de Goma, le profil des assaillants, leur agenda et le commanditaire éventuellement? Bon, la justice nous dira ce qu'il en est, mais beaucoup de nos compatriotes ont été pris la main dans le sac, là où nous pensions que seulement des rebelles ougandais étaient concernés. Il y a des compatriotes congolais qui sont également concernés et qui sont en train de s'expliquer devant leurs juges. A priori, c'est quoi les soupçons? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi auront-ils fait ça? Il leur appartient de parler aux juges. Il y a peut-être des raisons politiciennes, il y a peut-être des raisons mercantilistes. Nous sommes dans une région frontalière. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivaient du désordre qui existait à cette frontière entre l'Ouganda et nous et qui supportent assez mal le fait que les frontières se normalisent et qu'il faut bien payer la douane, qu'il faut payer tout ce qu'il faut payer à l'État avant de pouvoir passer avec de la marchandise? Tout cela, c'est des supputations, mais les juges seuls nous diront les motivations des uns et des autres. Les malheurs du Congo partent toujours de Goma, dit-on. Non, je ne dirais pas cela. Je pense que nous avons eu des problèmes parce que nous avons des voisinages problématiques. Nous essayons de les résoudre
en parlant avec nos voisins et en travaillant dans le cadre maintenant de la CIRGL. Et je pense que ça commence à marcher, parce que si nous avons mis la main sur l'auteur principal de ces agressions qu'on a voulu importer à Goma, c'est grâce au Rwanda, notamment. Alors, les relations sont de plus en plus faciles avec tous nos voisins, le Rwanda notamment, que vous avez cité? Oui, je dis que les choses sont en train de se normaliser. Nous venons même de terminer la première phase d'établissement des bornes frontalières. Personne n'aurait cru cela il y a seulement 2-3 mois. Nous sommes en train de borner nos frontières et donc nous sommes en train d'éradiquer les raisons de notre opposition qui a duré trop longtemps et qui n'a que trop duré. On va parler un peu de social. Comment faites-vous l'état des lieux, des conditions de vie des Congolais au gouvernement? Les Congolais ont des problèmes, mais des problèmes qui, de plus en plus, trouvent solution, parce que nous avons compris au niveau du gouvernement qu'il faut d'abord produire de la richesse avant de penser à la redistribuer. Et nous avons accordé beaucoup d'importance à la production de la richesse, au point que maintenant il va être possible, il est déjà possible, petit à petit, de commencer une redistribution qui est loin de satisfaire ceux qui en sont les bénéficiaires, mais je pense qu'il faut appeler tout le monde à la patience, parce que plus nous produirons, plus nous pourrons redistribuer, et plus nous serons disciplinés. Et ça, c'est le travail aussi du Parlement et de la justice que nous avons décidé de remettre en ordre avec les États généraux que le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature ont organisé pour équilibrer tout cela. Vous parlez de production. Qu'est devenue la première moisson de Bukangalozo? La première moisson de Bukangalozo est en train d'être stockée et fera l'objet de ventes dans ce marché international qui va voir le jour dans l'Interland de Kinshasa au niveau d'un scellé. Vous avez entendu dire, et c'est tout à fait naturel, de toutes ces, vous avez entendu parler, de toutes ces rumeurs sur cette première moisson. On ne sait pas où elle est passée, le gouvernement ne savait pas quoi en faire, etc., etc. Vous avez dit que c'est une rumeur, je préfère la traiter comme telle avec mépris. Ce n'est pas des données sur lesquelles un membre du gouvernement sérieux devrait faire des commentaires. Ça fait un peu plus de 3 mois quand même, si je ne m'abuse. Oui, vous avez des choses qu'on peut stocker pendant plus de 3 mois, 6 mois, même 1 an, sans dommage. En attendant, il y a des gens qui meurent de faim. Non, je pense que les prix commencent à se stabiliser. Je ne pense pas que les prix prennent l'ascenseur dans cette ville. Peut-être est-ce une des justifications qu'on a augmenté la production. Le marché s'ouvre quand? Ce marché international? Très bientôt, je ne saurais pas vous donner de jour, mais on y travaille activement. On a terminé, il nous reste combien de minutes? On peut conclure maintenant. Une conclusion, monsieur le ministre, on a terminé. Eh bien, je vous remercie pour ces questions que vous m'avez posées, pour clarifier un peu des situations que la rumeur essaye d'obscurcir bien inutilement. Je pense que nous sommes en train de nous approcher d'échéances importantes, 2015, année électorale, 2016, année électorale. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme dans nos esprits et de tranquillité, et surtout, nous avons besoin de stabiliser l'Est de notre pays qui a perdu trop de temps et qui nous en a fait perdre beaucoup, parce que sans l'Est, le Congo n'est rien, et sans le reste du Congo, l'Est ne pourra rien. Alors, bon, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur votre casquette d'autorité morale de la CCI. Comment se porte votre parti? Mais le parti se porte très bien. Il a tenu il n'y a pas longtemps son mini-congrès. Il a approuvé les listes de ses candidats aux élections provinciales et il attend avec impatience le démarrage de la campagne qui va être sonné d'un moment à l'autre par la Commission électorale nationale indépendante. Vous-même candidat à quoi? Rien ne vous y oblige, hein? Je ne suis candidat à rien pour l'instant. J'attends peut-être les élections de l'année prochaine, les législatives, peut-être, qui sait, si Dieu nous prête vie. On vous le souhaite. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Ce débriefing, édition spéciale, se termine ici. C'est moi qui vous remercie. Lambert Mendeo Malanga, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, autorité morale de la CCU, Convention des Congolais unis, parti de la majorité présidentielle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de débriefing.